Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. C'est un problème et un défi de taille de l'enseignement dans notre pays. La déperdition ou le décrochage scolaire est une triste réalité et les statistiques sont alarmantes. D'après les données confirmées par le ministre de l'Éducation nationale ce lundi 27 juin en réponse à une question orale à la Chambre des représentants, chaque année, 331 000 élèves quittent les bancs de l'école avant l'obtention d'un certificat scolaire. Toujours selon Chakib Ben Moussa, le taux de déperdition scolaire au niveau national dans les 3 cycles d'enseignement du secteur public est de 5,3%, un taux qui atteint les 5,9% en milieu rural. Un phénomène avec des répercussions très négatives sur l'avenir des élèves qui décrochent, sans oublier son coût économique et social. Le ministre a aussi exposé les grandes lignes de la stratégie mise en place par son département pour lutter contre l'abandon scolaire, à travers entre autres la généralisation de l'enseignement préscolaire, le développement du réseau des écoles communales en milieu rural et la création d'établissements d'enseignement secondaire dans ces mêmes zones avec les infrastructures et les services d'accompagnement nécessaires comme le transport scolaire, les internats et les sanitaires. Mais il ne faut pas oublier que l'une des principales causes du décrochage scolaire à côté de l'inaccessibilité des établissements et le manque d'infrastructures demeure la faiblesse du niveau des élèves qui conduit à l'échec et débouche sur l'abandon. Consciente de l'importance de l'accompagnement des enfants en difficulté, la Fondation Sanadi a vu le jour il y a 13 ans dans des circonstances particulières, en 2009, avec pour vocation de soutenir les élèves à travers un accompagnement scolaire complémentaire, de la formation continue, une orientation scolaire professionnelle et d'autres missions dont nous aurons le plaisir de parler avec Qassem Benani Smires, président de la Fondation Sanadi. Monsieur Benani Smires, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, Monsieur Benani Smith, je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, revenir avec vous sur l'histoire de la naissance, la jeunesse de Sanadi, parce qu'elle est particulière, c'est une belle histoire. Quel était le déclic pour vous dans cette belle aventure, et noble et belle aventure? Écoutez, nous, on n'avait rien à voir avec l'éducation, et puis il y a quelques années, donc on est dans l'agriculture, et en tant qu'exploitateur agricole, on a des stations de conditionnement dans lesquelles on a beaucoup d'ouvriers et d'ouvrières. Et en 2006, le directeur d'une de nos usines à Agadir rencontrer des difficultés avec ses propres enfants et il s'est rendu compte que ça coûtait cher de faire du soutien scolaire. Il a demandé aux ouvrières en passant un jour comment vous faites et il s'est rendu compte que c'était le drame, que la plupart d'entre elles avaient des enfants qui avaient abandonné l'école, elles ne savaient pas quoi faire, elles étaient perdues, elles étaient elles-mêmes illettrées. C'était dans la région rurale, c'était dans le... Non, ça c'était à Ismeloul, donc c'était même pas dans la région rurale. Périurbain Oui, ça va, je ne serais pas très content, mais non, ça va. Oui, un peu, et donc il a fait venir un professeur, et puis je découvre ça un jour en visitant l'usine, il y avait une cinquantaine d'enfants, on m'a dit qu'ils prenaient des cours. Par la suite, on a structuré ça, et puis au bout de 3 ans, j'ai eu plusieurs amis chefs d'entreprise qui m'ont dit « Ah, mais c'est super, moi aussi j'aimerais bien, fais ça pour moi », et donc nous, on paye. Et donc, on a pris quelques principes de base, très simples, ne pas dépasser 15 enfants par classe, prendre, au lieu d'investir dans des écoles, utiliser l'école publique quand elle n'est pas utilisée, c'est-à-dire le soir, prendre des écoles qui sont proches des habitations des ouvriers, des principes qui nous ont suivis tout le long. Et puis on s'est dit, on va donner des cours de soutien dans les 3 matières principales, le français, l'arabe et les maths. Et on donnait 1h30 par semaine et ça se passait vraiment très, très bien parce qu'on avait des retours très positifs. Donc après, le compteur a commencé à augmenter avec le nombre d'entreprises et on est passé à 600, puis 1000, puis 2000, puis 3 000, 4 000. Et on a beaucoup bataillé pour avoir l'unité publique. Et puis, en 2018, l'association Sanadi a été donc reconnue d'utilité publique, ce qui était vraiment une belle prouesse pour nous, parce que c'est un sésame et c'est une belle reconnaissance. Et donc là, on était en train de développer le côté partenariat avec les entreprises. Avec les entreprises. Là, on est en train de voir des images, elles ne sont pas toutes récentes, mais ce sont des images qui illustrent le travail que vous faites au quotidien avec les professeurs, avec les élèves, avec les parents aussi. Alors, comment fonctionne justement la Fondation? Si vous permettez, je ne vais pas terminer l'histoire parce qu'il y a un avant et un après une certaine date. Déjà, à l'époque, ce qui était très important pour nous, c'est de rester focus. C'est un autre élément qu'on a appris dans notre métier. Au lieu de faire 20 types de fruits et légumes, une société fait un seul produit, elle le fait bien. Donc, ne pas se disperser. Et
avec les besoins sociaux qu'il y a, c'est très difficile de ne pas se disperser parce qu'il faut dire non. Et on est resté concentré et ça a été la clé de succès aussi. Oui, c'est important. C'est important. En 2019, j'ai reçu l'appel de M. Nordine Boutayeb, qui était donc ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, et qui m'a dit, voilà, j'ai vu ce que vous faites, j'aimerais bien parler avec vous pour l'INDH. Et là, ça a été la deuxième vie de Sanadi. Et donc, on a commencé, et tout de suite, les chiffres ont grimpé. Donc, on était autour de 4 000. Aujourd'hui, pour la faire courte, on est à 25 000 et ça va encore augmenter l'année prochaine. 25 000 par an. 25 000 enfants par an, mais toutes les semaines. Donc, ce n'est pas 25 000. Toutes les semaines, ces enfants sont pris en charge 3 fois par semaine pour des cours de soutien scolaire ou 2 fois, ça dépend des endroits, pour des cours de soutien scolaire à travers la méthode de Sanadi. On a publié des manuels grâce aussi à l'INDH. On a fait beaucoup de formations. Il faut savoir que la clé de voûte également est très importante, c'est de faire des formations. Pas uniquement des formations techniques, mais également des formations sur les soft skills, sur le développement personnel. Et le retour de la part des professeurs était extraordinaire parce qu'il y a un vrai besoin. Et en plus, dans toute cette expérience, je vais vous dire, je pense que le plus important, c'est le changement d'attitude et d'expérience par rapport à l'école. Oui. Donc les enfants, ils sont 15 enfants maximum par classe. Ce n'est pas la même chose que d'être 50 enfants. Les professeurs sont formés et se sentent valorisés. Et ça, c'est important aussi. Donc tout cet écosystème travaille ensemble pour donner une autre perspective de l'école. Ce qui fait que peut-être 3 fois par semaine, 2 heures, c'est beaucoup plus efficace que peut-être... En tout cas, ça aide. Et on pense aussi que ça aide aussi, nos formations aident aussi les professeurs pour les autres élèves. Absolument. Alors justement, je voulais savoir comment fonctionne la Fondation. Les principaux champs d'action, vous avez dit, c'est le soutien scolaire, mais il y en a d'autres. Combien de centres avez-vous jusqu'à aujourd'hui et est-ce que vous êtes sur tout le territoire marocain? Alors, on n'est pas sur tout le territoire, mais on est dans le sud, dans les régions d'Agadir, on est dans Jdida, on est à Casablanca, on était à Safi avec l'OCP, on est à Kenitra, on est à Larache. Pas mal d'endroits quand même. Vous êtes là où il y a des unités industrielles qui sont aussi... Non, oui, non. Parfois c'est industriel, parfois c'est l'INDH. Parfois c'est l'INDH. Alors, le principe également qu'on a pris dès le départ par rapport aux entreprises, les entreprises payent en fonction du nombre d'élèves qu'ils inscrivent et en fonction de son niveau. C'est important, ce sont les entreprises qui financent toutes les actions de Sanadi. C'est devenu une sorte d'entreprise sociale qui finançait nos élèves, des enfants de nos ouvriers dans notre groupe, on paye pour eux, et puis les autres, on a une quarantaine d'entreprises qui payent pour les enfants de leurs ouvriers. Et puis c'est un cercle vertueux parce que finalement, tout le monde y trouve son compte. L'enfant est aidé, là, les parents, vous pensez bien, trouver quelqu'un qui les aide quand eux-mêmes sont illettrés et qui n'ont pas les moyens, c'est un soutien qui est important. Le fait que ça vienne de l'entreprise y trouve son compte parce qu'il y a quand même... C'est un beau geste qu'ils font vis-à-vis et un geste qui est fort parce que c'est leurs enfants. Donc ça, c'est vraiment important. Les ouvriers, il y a un bien-être, ils sont motivés, ils sont... Oui, c'est aussi une source de motivation. Et puis c'est aussi une aide également à l'école dans laquelle on travaille et tout. Depuis quelque temps, M. Benaïs Miris, vous vous êtes aussi lancé dans le financement, pas le financement, enfin, dans les études supérieures, dans le financement. En fait, Sanadi, pourquoi vous avez décidé de ne pas rester cantonné au primaire et au secondaire? Malgré notre concentration, Sanadi a plusieurs étapes dans sa vie. Soutien scolaire, très important. Formation des instituteurs, c'est absolument incontournable. Ensuite, on s'est rendu compte que l'orientation était également très importante. J'ai eu l'occasion de rencontrer un enfant du milieu rural qui avait mention très bien, il y a une quinzaine d'années, ou dizaine d'années plutôt. Il me dit, je vais retourner travailler avec mon père dans les champs. Et je lui dis, mais attends, tu es un extraterrestre. Tu as mention très bien à Douarlbied, une petite patelin dans le sud, c'est pas possible. Et on s'est rendu compte que malheureusement, comme il n'y avait pas personne pour les guider, l'orientation était très importante. Donc on fait un vrai effort d'orientation. Et ensuite, petit à petit, on s'est retrouvé dans la mise en relation entre les élèves qui étaient performants, et vraiment très performants, et les universités privées qui veuillaient bien, qui donnent des bourses de vie et d'études
à des enfants qui étaient... Donc voilà, on en a placé aujourd'hui, on a commencé à 3-4 ans, on a Huawei, on a le M6P, on a Euromed, on a Universal Police à Agadir, et tous ces gens que je remercie pour ces enfants-là. Oui. Ça a mobilisé un budget d'aujourd'hui près de 50 millions de dirhams. Ce n'est dit qu'il l'a fait, oui, on l'a mobilisé pour tous ces enfants qui clairement aujourd'hui ils ont une canne à pêche entre les mains. Là, vous n'avez pas pu dire non, mais c'était pour la bonne cause, parce que c'était trop tentant. C'est difficile de dire non. Oui. Alors maintenant, on va parler de la déperdition scolaire, je vais y arriver. Pourquoi, à votre avis, malgré les efforts publics du ministère de tutelle, le taux d'abandon reste élevé et parfois à la hausse? Est-ce que c'est un problème de stratégie, de rupture? Il n'y a pas de continuité dans les stratégies du ministère parce qu'ils font des efforts, mais on ne voit pas le résultat. On tourne toujours autour des mêmes chiffres, voire plus. Alors, je vais vous dire, le constat, il est alarmant, mais je vais vous donner quelques chiffres. D'abord, il faut savoir qu'au Maroc, il y en a à peu près 600 000 naissances par an. Quand on a 600 000 naissances et qu'il y en a 1 sur 2 qui abandonne l'école, vu le budget du ministère de l'Éducation nationale, ça fait vraiment mal au cœur. Et c'est d'autant plus grave que nous, on est un pays qui est en train de se développer, on a besoin de ressources humaines qualifiées, et ce phénomène est en train de s'aggraver. Il y a quelques années, on parlait de 250 000, aujourd'hui c'est 330 000, c'est même plus que 1 sur 2 par rapport au nombre de naissances, c'est vraiment très 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 grave. D'un autre côté, même ceux qui n'abandonnent pas, on a des résultats qui sont alarmants, que ce soit les tests internationaux. Oui. On est 75e sur 79 pays et pas dans une des matières, dans les 3 matières. Oui. Donc ça c'est vraiment alarmant. On a beaucoup de retard dans l'enseignement. Le taux moyen de fréquentation de l'école n'est que de 6 ans et c'est vraiment un drame pour le pays. Une des raisons, c'est un problème de langue également, parce que, tout à l'heure on parlera du préscolaire qui est très important, mais plus l'enfant est petit, plus son développement se fait rapidement. Et donc nous aujourd'hui, quand l'enfant rentre à l'école, s'il n'a pas fait de préscolaire, il a grandi à la maison à Abdelija ou en Amazir, et puis quand il arrive à l'école, on lui parle une autre langue. C'est comme si on prenait des enfants en France et puis on leur... bon, pas tout à fait l'espagnol, mais presque. Oui, comme s'il commence à apprendre à parler. Oui, mais on leur apprend... une langue étrangère. Il y a un linguiste qui s'appelle Alain Bentelula qui est très connu et il nous a toujours dit, les enfants peuvent leur apprendre tout ce que vous voulez, mais apprenons-leur dans la langue maternelle. Donc ça, je pense, ça a eu c'est une grande raison de notre échec, parce que quand on rate le départ, le train il part, c'est très difficile de courir pour le rattraper. Oui. Alors, l'abandon scolaire, ce qu'il est propre bien sûr aux enfants issus des milieux défavorisés, oui, ruraux et périurbains. Est-ce qu'il y a des régions plus touchées que d'autres par cette hémorragie? Oui, par définition, parce que au niveau des régions, clairement, c'est le rural qui est plus touché, parce que dans le rural, c'est là où il y a le plus de difficultés, même au niveau de l'infrastructure. Et puis, ça touche les milieux les plus défavorisés. Donc, c'est un cercle, c'est pas le vertueux, c'est un cercle vicieux. C'est des gens qui n'ont pas de moyens et puis qui se retrouvent avec des enfants qui sont illettrés, etc. Et c'est vraiment un drame qui est en train de se préparer tous les ans. Ceux qui ont un tout petit peu de moyens et les parents sacrifient tout pour leurs enfants, ils vont à l'école privée. Et l'école privée, aujourd'hui, représente, je pense, entre 15 et 18% du nombre d'enfants. Et ça grandit chaque année. Et c'est un business qui marche bien, avec un niveau qui est supérieur à celui du ministère de l'Éducation nationale en général. Mais eux n'ont pas beaucoup d'abandon. Oui. L'abandon, il se fait dans l'école publique. Et d'ailleurs, dans l'abandon, la moitié ne termine pas le primaire. Ensuite, c'est 40% le collège. Et dans le collège, il y a des raisons qui sont aussi d'ordre d'infrastructure. L'enfant en milieu rural, l'école primaire est en général très proche, mais dès qu'on doit passer au collège, il y en a moins, bien entendu. Oui. Et donc les distances sont plus éloignées, et ça fait partie des complications. Le sanitaire également, et surtout pour les filles. Pas de sanitaire, au bout d'un moment, même les parents disent aux filles, parce que c'est pas possible. Il y a un élément très très important, c'est que peut-être qu'avant, quand le public
était de qualité. Il n'y avait pas encore le privé, ou très peu, avec l'émission. Absolument. Et il n'y avait pas le problème, il n'y avait pas tant le problème de l'abandon scolaire, mais de la scolarisation. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants scolarisés. Mais l'abandon scolaire, non. Parce que les enfants, ils finissaient leur scolarité, parce qu'il y avait un enseignement de qualité. Donc le problème, c'est l'école publique. Écoutez, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, mais je pense que le problème, il a commencé avec l'arabisation généralisée, sans aucun préparatif. Et en un été, on est passé du français à l'arabe et ça a déstabilisé l'école publique. L'école publique était de très grande qualité. Et d'ailleurs, en maths et en physique, on était bien plus avancés que les écoles de la mission. Et petit à petit, ça s'est dégradé à cause de problèmes de langue, aussi à cause de problèmes de manque de formation. La dévalorisation des enseignants, problème de formation, tous les enseignants qui sont issus de l'université avec des maîtrises, et c'est une solution de repli, et puis qui deviennent enseignants pour avoir un salaire. C'est ça, alors que dans d'autres pays asiatiques, c'est contraire, c'est une consécration d'être enseignants. Absolument. Et ils sont bien rémunérés, ils sont bien formés, et c'est un honneur pour eux de pouvoir enseigner, ce qui paraît logique. Alors, M. Benayesmus, vous travaillez en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Quels sont les principaux projets sur lesquels vous travaillez? Comment vous coordonnez vos actions? D'abord, vraiment, je voudrais bien les remercier parce que sans eux, on n'aurait rien pu faire. Nous, aujourd'hui, on est dans 300 centres. On a à peu près 1000 professeurs que l'on forme, mais c'est des gens qui viennent de l'Éducation nationale, c'est des centres de l'Éducation nationale. Donc, on a une convention qui date déjà depuis longtemps pour nous permettre cet accès, et ça a toujours été très important. Senadi a la chance d'avoir une position unique. On est le privé dans le public. Quand le public est dans le public, il n'a que le ressenti du public, c'est-à-dire toute la chaîne de ministère, évidemment, toutes les informations viennent du public et n'ont pas la même vérité que quand nous, on est à l'extérieur. Nous, on est des externes, on n'est pas... Et on a cette mentalité du privé, et donc on arrive à faire progresser les choses et à avoir des choses qui sont plus intéressantes. Et on est comme une sorte de laboratoire pour le ministère de l'Éducation nationale. Vous m'avez parlé du TAL. Alors, oui, ça c'est un autre... je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais... C'est quoi exactement le TAL? Parce que c'est très important. Bon, en tout cas, avec le ministère, on collabore. Si vous voulez, si on peut dire que le ministère est en compétition avec les écoles publiques, oui, parce que c'est des écoles publiques. Mais par rapport aux écoles, mais par rapport à Senadi, nous, on travaille avec le ministère, puisqu'on travaille uniquement avec des enfants de l'école publique. Le TAL, c'est une belle histoire qui a commencé encore une fois avec M. Boutayeb à l'INDH, qui avait trouvé cette association en Inde qui s'appelle Pratam. Et cette ONG avait développé un système très simple et finalement, quand c'est simple, c'est logique. Et quand c'est logique, ça marche. Ils se sont attaqués aux fondamentaux des élèves en disant on ne va pas les classer par niveau scolaire ou de leur classe, ni par âge. On va les classer par compréhension des fondamentaux. Ils commencent par les lettres. Donc ceux qui arrivent à déchiffrer les lettres, ils passent aux mots. Ceux qui arrivent à déchiffrer les mots, ils passent aux phrases. C'est les acquisitions. C'est les acquisitions de base. Ceux qui passent qui arrivent à déchiffrer les phrases, ils passent au paragraphe, etc. La même chose pour le calcul. Donc une fois qu'ils font ça, ils repèrent les gens qui ont les défaillances et puis ils les rattrapent. Oui. Nous, aujourd'hui, dans le système, et même dans le système de Senadi, mais dans le système en général, qu'est-ce qu'on fait? On prend des enfants et puis on leur demande de courir de plus en plus vite. Mais on a oublié qu'il y en a qui ne savent même pas marcher. Donc on se retrouve avec des niveaux, des élèves au collège qui ne savent pas lire. Oui. Des fois, la Banque mondiale a déterminé que 70% des enfants de 4e année primaire ne possédaient pas les acquis de base. Une fois que le train est parti, imaginez-vous être un pauvre enfant en 4e année primaire qui n'arrive pas à lire ce qui est écrit. C'est impossible qu'il apprenne. D'où l'abandon. Oui. Donc ce système de TAL, on fonde beaucoup d'espoir. Bon, j'étais très fier de lire hier que le ministère de l'Éducation nationale et Shakil Ben Moussa et son équipe sont en train de mettre en place le TAL. Au départ, d'abord, on travaille ensemble sur ce projet et c'est quelque chose sur lequel on fonde beaucoup d'espoir pour améliorer le démarrage de ces enfants. Oui. Et si le démarrage est assuré, donc ce sera beaucoup mieux.
Il y a le TAL. Est-ce qu'il y a d'autres projets ou d'autres Alors, chantiers TAL, sur lesquels... pour dire exactement ce que ça veut dire, c'est Teaching at the Right Level. C'est-à-dire, on enseigne au niveau approprié. Au bon niveau, au niveau Voilà. approprié. Alors, y a-t-il d'autres projets, d'autres chantiers sur lesquels vous travaillez, que ce soit avec le ministère ou que ce soit avec... Nous, aujourd'hui, on est en train de travailler sur une convention avec le ministère pour être à leur disposition pour qu'ils nous utilisent pour faire des expériences. Et je pense que ce sera vraiment très intéressant pour tous les deux. C'est vrai que pour nous, c'est presque inimaginable quand on a fait une petite expérience sociale dans une usine, se retrouver aujourd'hui en train de parler avec le ministère. Mais on est conscient qu'on arrive à faire des choses et aussi, et puis vraiment je les remercie de la collaboration qu'on arrive à avoir. Ce n'est pas une collaboration forcée, c'est une collaboration qui est mutuellement bénéfique. Et le premier plus important pour nous, c'est que ça puisse bénéficier aux élèves, bien entendu. Dernière chose, concernant justement l'accès de ces élèves, allez-y, vous vouliez rajouter quelque chose, oui, Monsieur Benesmissa? Il faut m'arrêter. Il nous reste 2 minutes de toute façon. 2 minutes. Allez-y. Rapidement. Une autre chose qui est très importante, c'est le préscolaire. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale a bien compris. M. Bouteye est aujourd'hui président de la Fondation du préscolaire. Ils sont en train de faire un travail extraordinaire de généralisation du préscolaire. Ça aussi, ça va beaucoup nous aider. Plus l'enfant est petit, plus on prépare son avenir. Et quand on tarde à le préparer, c'est beaucoup plus compliqué. Ça va de la nutrition jusqu'à l'apprentissage, mais tout est important. Oui. Je voulais parler justement des élèves bénéficiaires qui bénéficient du soutien de Sanadi. Est-ce qu'ils doivent absolument être enfants d'ouvriers ou de travailleurs d'unités industrielles? Non. D'ailleurs, on a dans le rural des ouvriers agricoles, mais en fait, dès que les parents ont un peu de moyens, ils se sacrifient pour mettre les enfants à l'école publique, à l'école privée. Oui. Donc, je dirais non et oui. C'est juste la force des choses que dans l'école publique, c'est les gens qui sont les plus défavorisés. Oui. Et quelque part, on accentue leurs conditions défavorisées. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on se batte pour améliorer pour nous et pour le futur. Aujourd'hui, en tant qu'entreprise, embaucher des gens de qualité au niveau des ressources humaines, ça devient de plus en plus compliqué. Oui. Et pourtant, tout le monde en a besoin. Merci beaucoup, Qassem Benanis d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation Sanadi qui œuvre depuis 13 ans contre l'abandon scolaire au Maroc. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et très belle soirée.